j'aime beaucoup la Tunisie, je viens souvent à Mamet et je remercie les militaires qui nous ont bien protégés. C'est la guerre contre le terrorisme, ça a touché Paris comme ça touche la Tunisie, comme ça touche la Libye avec des actes barbares. Nous le sommes quand il s'agit de vies humaines, effroyablement broyées par la machine terroriste. Nous avons eu ces événements douloureux en France au mois de janvier. Il faut être solidaire dans la lutte contre le terrorisme. Bonsoir à tous, édition spéciale avec deux sujets majeurs ce soir. Les élections israéliennes, on y viendra dans une trentaine de minutes après la publication des résultats officiels. Déjà, le dossier palestinien qui vient s'inviter au premier plan des préoccupations de Benyamin Netanyahou avec une triangulaire entre Washington, Jérusalem et Ramallah. On vous donnera tous les détails et on en parlera très longuement. Mais avant cela, évidemment, la Tunisie, au lendemain de cet attentat sanglant, un bilan qui n'est toujours pas définitif ce soir, mais au moins 21 morts. Et puis également toutes les interrogations sur le djihad qui semble gagner la Tunisie. Est-ce que ce pays est une cible majeure pour les djihadistes, les islamistes radicaux? Une revendication aujourd'hui de l'État islamique, que faut-il en penser? Et puis la Tunisie qui veut, elle aussi, dans le giron des nations occidentales, dire non à cet islamisme qui veut frapper ce pays qui avait été l'un des moteurs du fameux printemps arabe. On va en parler dans cette première demi-heure avec nos invités. Olivier Rafovitch, bonsoir, colonel de réserve dans l'armée israélienne. Bonsoir. Et Claude Sidbon, bonsoir, vous êtes sociologue, spécialiste de l'Afrique du Nord, de la Tunisie notamment. On sera également en direct avec plusieurs témoins directs de ce qui se passe en Tunisie, deux témoins qui nous appelleront dans quelques minutes. Mais tout d'abord, le point sur la situation 24 heures après cette terrible attaque dans le musée Bardo de Tunis. C'est avec Leslie Rezoug. L'heure est à la mobilisation en Tunisie après l'attentat sanglant du musée du Bardo. Ce jeudi, la présidence tunisienne a annoncé l'interpellation de 9 suspects accusés d'avoir été en relation avec les deux assaillants du musée. Ces derniers avaient été tués lors de l'assaut et ont depuis été identifiés. Ils auraient été proches de cellules terroristes et l'un d'eux était surveillé par les services de sécurité. L'attentat a depuis été revendiqué par l'État islamique. Alors que la menace djihadiste plane plus que jamais, le président Essebsi a réuni ce jeudi le Conseil supérieur de l'armée et des forces de l'intérieur. L'armée a été déployée dans les principales villes du pays, car selon le président, la Tunisie est désormais en état de guerre. Des mesures de sécurité qui devraient être insuffisantes à rassurer les touristes. Et le mal est déjà fait. Très vite, Costa et MSC, deux croisiéristes, ont annoncé l'annulation de toutes les escales de leurs navires prévus à Tunis. Plusieurs des victimes faisaient partie de leurs passagers. Alors que le bilan n'en finit pas de s'alourdir, l'une des rares rescapées raconte l'attaque sur son lit d'hôpital. Nous étions en visite dans le musée. Nous étions entrés dans une des ailes les plus anciennes du musée pour regarder les mosaïques. À un certain moment, ma fille a commencé à entendre des tirs et tout le monde a commencé à courir. Tout le monde a commencé à essayer de se sauver en essayant de se cacher derrière les fenêtres de verre et dans les coins de la pièce. Souvent considéré comme un modèle de stabilité dans le monde arabe, l'attentat du Bardo relance l'inquiétude de la Tunisie face à la violence islamiste. Depuis avril 2002 et l'attentat suicide contre une synagogue à Djerba qui avait coûté la vie à 21 personnes, un tel attentat ne s'était pas produit dans le pays. Mais les autorités comptent faire face. Le musée devrait rouvrir mardi au plus tard, a annoncé la ministre de la Culture. Un symbole, car la Tunisie ne compte pas baisser la tête face au terrorisme. Alors, cette Tunisie qui veut rester debout, on est en ligne justement avec Yamina Tabet également qui va nous apporter justement un témoignage depuis Tunis. Bonsoir Yamina Tabet, vous présidez l'association tunisienne de défense des minorités. Quelle est d'abord Yamina la situation ce soir, l'ambiance à Tunis un peu plus de 24 heures après ce drame? Donc bien entendu, tout le monde est encore sous le choc.
cela peut se comprendre. C'est vraiment l'effet de surprise et l'effet de choc pour les citoyens tunisiens, pour le peuple tunisien. De retrouver le calme. Cet attentat est très symbolique dans la mesure où la Tunisie a été atteinte dans un cadre historique. C'est le plus grand symbole de l'histoire de la Tunisie. C'est dans son patrimoine, mais d'un autre côté, elle a été atteinte dans son économie et son tourisme. Je n'apprécie pas particulièrement le fait de parler d'économie et de tourisme. Alors, je crois qu'on a un petit problème de liaison. Yamina, on va vous retrouver dans un instant. On va essayer d'arranger cette liaison téléphonique qui est pour l'instant pas très audible. Et on va, nous, évidemment, ici, essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Claude Sidbon, vous connaissez bien, évidemment, ce pays. C'est une cible pour vous de choix pour les mouvements islamistes radicaux, cette Tunisie qu'on veut parfois voir comme un modèle de démocratie, entre guillemets, dans un pays arabe. Je ne mettrai pas de guillemets à cette démocratie parce que je vous rappelle que dans ce studio... Dans ce studio, j'ai rappelé qu'il y a un peu moins d'un an, il y a eu des élections présidentielles, des élections législatives, dans lesquelles il n'y a pas eu d'effusion de sang ni d'incident particulier, que les élections ont été comme en Israël. Il y a une crise politique depuis le printemps arabe en Tunisie. Alors il faudrait peut-être, à ce moment, diviser, je dirais, les périodes en trois. Il y a la période de Ben Ali, qui était un État policier, il faut le rappeler, et que dans cet État policier, les terroristes n'ont pas hésité, comme vient de nous rappeler la fille tout à l'heure, à l'attentat de Djerba. En plus de l'attentat de Djerba contre la synagogue de Djerba, qui a coûté la vie à 21 touristes allemands, il y a eu pendant cette période-là, parce que la presse était muselée, des tas d'attentats que les salafistes avaient faits et dont les Tunisiens étaient au courant. Mais ça n'avait pas franchi, je dirais, les limites de la frontière tunisienne. Après, il y a eu la seconde période, qui est celle qui va du début du printemps arabe à l'élection du Beji Caïd Sipsi. Pendant cette période-là, il y a eu pour la première fois en Tunisie des assassinats politiques. Choukri Belaïd, Brahimi, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, qui a permis, je dirais, à la société civile de se réveiller et de mener un petit peu à la victoire de Kaji Caïd Sipsi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe d'abord que, il faut le dire, entre 3 000 et 5 000 Tunisiens de moins de 30 ans se trouvent aujourd'hui en Irak, en Syrie. C'est beaucoup pour un pays de 11 millions quand on pense aux jeunes. C'est un des plus gros fournisseurs de contingents de djihadistes. C'est pas un des plus gros, c'est le plus gros fournisseur. Deuxième mythe à faire éclater, je dirais très souvent, on dit c'est dans les quartiers pauvres que l'on retrouve ces terroristes. Pas du tout. En Tunisie, on a publié ces derniers temps, ces gens-là qui partent sont très souvent des universitaires, des gens bardés de diplômes, et donc c'est quelque chose, je dirais, d'idéologique. C'est une idéologie qui a un petit peu été serinée, je dirais, depuis le fait que Al Jazeera est arrivé en Tunisie. On dirait que dans la jeunesse qui va jusqu'au moins de 30 ans, ils ont été serinés par cette espèce d'idéologie et qui donne un petit peu ces résultats. C'est pas par hasard que les deux terroristes qui ont attaqué Saber Kashnaoui et Yassine Abidi ont été des gens qui appartiennent à ce réseau. Il y a deux réseaux, je dirais, fondamentaux que l'on retrouve en Tunisie. Il y a d'une part la brigade tunisienne de Al-Qaïda et la seconde qui est justement le groupe d'État islamique qui vient d'être revendiqué. Mais est-ce qu'on peut croire cette revendication? Parce que l'État islamique a coutume de revendiquer finalement tous les actes djihadistes à travers la planète. Olivier Rafovitch. D'abord deux choses. D'abord ici, le choix de la cible, c'est un musée avec des touristes. On a voulu ici faire du bruit en assassinant des touristes étrangers, européens, du monde entier. Donc c'est encore une fois une volonté de faire peur au monde occidental, aux touristes, de ne pas venir en Tunisie, de toucher aux intérêts de la Tunisie, mais également de toucher en même temps le monde occidental. Il semblerait que ceux qui sont derrière l'attentat ne sont pas l'État islamique, malgré leurs revendications, mais la branche de Al-Qaïda de l'Afrique du Nord, AQMI, qui est ici... qui vient... Tout à fait, qui vient en fait du sud de la Tunisie, dans les montagnes, il se cache là-bas, et comme vous l'avez dit tout à fait justement, il y a un potentiel, un terreau, malheureusement, mais c'est pas seulement en Tunisie, c'est en Algérie, c'est au Maroc, c'est dans tous les pays arabes en fait, de potentiel de terroristes, soit qui sont formés aujourd'hui en Syrie ou en Irak, soit qui sont formés au Mali, dans le nord du Mali ou dans le sud de l'Algérie, et qui partent à des actions extrêmement dramatiques, extrêmement terrible contre les intérêts de ces États-là. Il faut savoir une chose, c'est que AQMI, par exemple, ne voit pas la Tunisie comme un État.
Ni l'Algérie, ni la Libye, ni le Maroc. Ce sont ici, pour eux, c'est le Maghreb, c'est l'Ouest, c'est toute la région arabe musulmane de l'Afrique du Nord, qui est ici un objectif à atteindre pour déstabiliser cette région-là et la remplacer par quelque chose d'autre qui soit un califat, qui soit un régime islamiste intégriste. Mais c'est aussi une guerre à la France et à l'Occident. La Tunisie est très proche de la France. Il faut savoir que les services de renseignement français et la collaboration policière et militaire entre la France et la Tunisie sont très très importantes. D'ailleurs, la réaction de la France aujourd'hui évoque et montre qu'il y a une proximité d'intérêt d'État entre la France et la Tunisie. Et quelque part ici, on touche également aux intérêts de la France. Pour vous dire que la France aujourd'hui et ses alliés dans l'Afrique du Nord sont aujourd'hui la cible principale à la fois de l'État islamique, à la fois de Al-Qaïda, branche de Yémen, et à la fois AQMI, donc Al-Qaïda d'Afrique du Nord. Tout cela réuni fait que nous allons vers de nouvelles attaques, vers de nouveaux attentats, et nous savons qu'il y a, en tout cas il semblerait qu'il y ait une partie de la cellule terroriste qui a fait hier l'attentat, qui est toujours vivante et qui est toujours en train de courir dans les rues de Tunis. Il y a 3 points que je voudrais, oui. On va reprendre Yamina Tabet, qui est en direct de Tunis, parce que il semble que la liaison soit désormais beaucoup plus audible. Yamina, vous nous parliez de cette atmosphère évidemment très lourde qui doit régner ce soir à Tunis. Donc, comme je vous ai dit, il y a vraiment une crainte, bien entendu, une certaine peur, un choc terrible après cet attentat. Mais vraiment, on sent une grande solidarité qui s'est installée chez les Tunisiens. Je vous rappelle, hier, à quelques heures après l'attentat, il y a eu un nombre très important de Tunisiens qui étaient à l'avenue qui étaient là pour exprimer leur solidarité, mais aussi pour montrer au monde entier que la Tunisie était debout contre le terrorisme. C'est très importante et le moral des Tunisiens n'est pas est fort contre cette déstabilisation. Alors on sait que l'armée a été déployée pour rassurer, comme cela s'est fait en France après les attentats aussi, pour rassurer sans doute la population. Est-ce que l'on craint justement que le coup porté au tourisme rende encore plus difficile peut-être la situation économique en Tunisie ? Écoutez, premièrement, je tiens à préciser que la Tunisie est engagée dans le tourisme. Cette guerre est aujourd'hui peut-être officiellement déclarée, mais je signale que nous sommes en guerre depuis des années. Parce qu'après le printemps, la révolution tunisienne, je rappelle qu'il y a eu des soldats qui ont été assassinés à plusieurs reprises. Il y a eu plusieurs attaques, notamment à Charam. Il y a eu quelques civils qui sont tombés dans le sud de la Tunisie sous le coup du terrorisme. Donc oui, la guerre existait déjà. Sauf que là, nous sommes passés à une étape supérieure, étant donné qu'on a été attaqué au centre de Tunis. Il y a une grande analogie avec l'attaque qui a eu lieu à Paris. Donc il y a une grande analogie, on a été attaqué au centre de Tunis et c'est des civils qui sont morts cette fois. Donc il y a une étape supérieure. La guerre était déjà là, mais là nous avons atteint une étape supérieure. Ce qui est important à dire aujourd'hui en Tunisie, c'est que cette guerre ne peut vraiment pas être vaincue, ne peut pas être gagnée, si on considère qu'il y a une guerre contre le terrorisme en Tunisie à part et une guerre contre le terrorisme en France ou en Europe à part. Aujourd'hui, que ce soit l'État islamique par exemple, considère que nous sommes des ennemis, la démocratie est un ennemi parce que la Tunisie reste un succès, reste quand même une exception dans le printemps arabe, reste une réussite dans sa démocratie qu'elle est en train de bâtir. Donc oui, nous sommes une cible. Donc malgré la revendication de l'État islamique, nous savons que l'État islamique a eu du mal à s'implanter en Tunisie et que l'acte est plus approprié à une branche d'Al-Qaïda qui est en Tunisie. Ce sont eux les auteurs probablement de cet acte. Donc l'État islamique peut très bien revendiquer cet acte, ou bien, je rappelle tout de même qu'il s'agit d'une même idéologie, en gros. Donc du coup, c'est possible qu'il y ait une revendication de la part de l'État islamique, ou que la branche d'Al-Qaïda qui a eu plus de facilité, disons, à être présente en Tunisie, qui a fait cet acte horrible. Merci pour ce témoignage, Yamina Tabet, en direct de Tunis. Je rappelle que vous présidez l'association de défense des minorités en Tunisie. Claude Sidbon, vous vouliez rajouter 3 points qui me paraissent importants. Le premier, c'est que ce n'est pas par hasard que l'on a attaqué le tourisme. Vous savez qu'en Tunisie, 10% de la population vit du tourisme. C'est donc une industrie numéro 1. Deuxièmement, le symbole du musée, qui est un des plus beaux musées du Moyen-Orient. Mon père m'y emmenait tous les dimanches après-midi. Il y a là la plus grande collection
pièces de mosaïques de l'époque romaine et aussi une aile juive. Je voudrais aussi dire deux choses. Quand on a parlé tout à l'heure du rapport entre la France et la Tunisie, il y a deux points qu'il faudrait prendre en considération. C'est premièrement, c'est la présence massive de Tunisiens en France. Il y a près de 620 000 Tunisiens en France et près de 30 000 expatriés qui se trouvent aujourd'hui. Et donc cette espèce de proximité qui date depuis le protectorat n'est pas du tout innocente. Et on me dit que justement demain, c'est un jour symbolique. Demain, c'est le 20 mars, c'est l'anniversaire de l'indépendance de la Tunisie. Et on parle donc, me disent mes amis à Tunis, d'une grande manifestation qui va avoir lieu demain. Voilà, donc on pensait qu'elle pouvait avoir lieu aujourd'hui, mais qui aurait lieu demain. Ils ont repoussé au demain à cause du symbole qu'est le 20 mars, si vous voulez. Voilà, on rappelle que 2 Français figurent parmi les victimes, donc la France une nouvelle fois touchée. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, depuis des années, les islamistes intégristes ont tué des milliers d'Arabes dans les pays arabes, dans des attaques terroristes terribles. Et relativement, il y avait presque une indifférence du monde quand ça touche Bagdad, ou ça touche le Yémen, ou ça touche même cette semaine au Yémen de 20 ou 30 morts. Lorsque ça touche des Européens ou des Américains, là, le monde d'un coup, enfin le monde occidental redécouvre avec cette appréhension, cette frayeur, le terrorisme islamiste intégriste. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement, comme nous l'avons dit, face à une offensive islamiste intégriste violente de par le monde. Peut-être une virgule sépare l'État islamique de AQMI, la branche d'Afrique du Nord. En tout cas, les pays aujourd'hui doivent coordonner leur action, et je dis que la Tunisie, comme le Maroc, comme l'Algérie, devront également se rapprocher de l'État d'Israël et de l'Occident dans cette lutte sans merci contre l'islamisme intégriste, parce que nous savons qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de différence entre un musée juif à Bruxelles et un musée magnifique du Bardo à Tunis, et que le but étant de créer une vague de frayeur, une vague d'angoisse et d'empêcher ces pays et ces populations de vivre normalement. Alors, c'est très important ce que vous dites là, parce qu'en fin de compte, il y a une déclaration que je viens d'avoir de Noureddin Behri qui n'a pas été du tout, si vous voulez, désapprouvé, dans lequel il dit ni plus ni moins, il y a 50 000 policiers en Tunisie, nous aurons 100 000 djihadistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les déclarations sont publiques et je me pose la question, est-ce que ces mêmes djihadistes sont ceux qui ont tué les gens à Charlie Hebdo et à Hyper Cacher? J'ai l'impression que ça doit être la même... En tout cas, le mode opératoire est le même. Une nouvelle fois, des hommes vêtus de noir, c'est ce que décrivent les témoins, avec des armes automatiques et qui abattent tous ceux qui se présentent devant eux. Est-ce qu'on peut dire un mot quand même, parce que est-ce que c'est un pays qui pourrait sombrer dans le chaos, parce que la Libye est voisine de la Tunisie? C'est ce que cherchent finalement à faire les djihadistes. Est-ce qu'à votre avis, la Tunisie pourrait basculer dans ce chaos infernal que l'on voit, que l'on observe par exemple en Libye juste à côté? Notre ami, il est effectivement en Tunisie, à différence de la Libye aujourd'hui, il y a une forte partie de la population qui veut la démocratie. Il y a des femmes là-bas qui refusent le voile. Il y a des gens qui veulent la liberté. Du fait aussi de l'influence française, de la démocratie française, qui est ici, il y a une espèce de relation symétrique entre les Tunisiens en France et les Français qui influencent également en Tunisie. Mais il y a aussi, il faut le dire, une volonté de certains groupes et d'une partie de la population de revenir vers un islamisme violent qui combat donc l'esprit du printemps arabe qui est né à Tunis, et c'est pas par hasard. Et donc il y a ce risque, évidemment. Il y a ce risque. Est-ce que la Tunisiens vont être, je parle des autorités, l'armée, la police vont être suffisamment forts? Est-ce que le pouvoir va être suffisamment solide pour faire face à une vague d'actions terroristes? Là, aujourd'hui, en fait, dans cet attentat-là, c'est à Tunis, mais il y a un Tunisien qui a été tué. Le reste, ce sont des Occidentaux, des touristes. Il y a un choc pour la Tunisie, mais d'abord, avant tout, ici, les victimes sont non tunisiennes. Mais le choc est important. Il faut voir ce qui va se passer. Je pense que nous sommes face, encore une fois, à un début, enfin déjà un long début de terrorisme extrêmement violent. La France est en guerre pas très loin, au Mali. Les terroristes se réfugient dans le sud de l'Algérie. Ils peuvent aussi passer dans le sud de la Tunisie, qui est un refuge pas mal au niveau géographique, au niveau topographique. Il faut attendre et voir ce qui va se passer. Et moi je dis, la Tunisie a la chance d'être un pays qui va donc fêter ses 59 ans d'indépendance demain, et dans lequel le premier président de l'État à l'époque, Habib Bourguiba, avait sur 2 points particuliers. Sur la notion de femme qui a donné ce pays une avancée exceptionnelle, et aussi sur l'islam. Vous savez, on avait interrogé Bourguiba à cette époque-là, on lui avait dit quelle est la différence entre vous et les islamistes il y a plus de 50 ans. Il a dit entre moi et eux, il y a 14 siècles. Il faut avoir du courage pour le dire. Donc cette Tunisie d'aujourd'hui a une classe moyenne extrêmement forte, des femmes extrêmement combattantes. J'ai peine à croire
que l'on puisse parler de chaos dans la Tunisie. Il y a des inquiétudes comme il y en a en France. Mais il y a peut-être aussi la volonté qui devrait sortir de tous ces attentats à une espèce d'union internationale. Je dis toujours, les gens viennent... toujours après. Il a fallu attendre le 11 septembre pour voir dans les pays des hommes à l'entrée des magasins et des institutions. Jusqu'au 11 septembre, il n'y avait qu'en Israël que ça se passait pareil pour les avions. Alors peut-être qu'eux aussi devraient apprendre ces règles. Et ces règles, c'est peut-être une règle internationale, parce que je ne crois pas que le terrorisme ait une solution ad hoc dans un pays quel qu'il soit. Je crois qu'il n'y a qu'une solution internationale, une espèce de force internationale qui peut, si vous voulez, assécher financièrement ces groupes-là, et aussi donner une dimension tout à fait différente. L'Égypte a parlé il y a quelques jours d'une force militaire arabe, enfin pan-arabe, contre le terrorisme. Ils ont également besoin des États-Unis d'Amérique pour que cette force-là soit opérationnelle assez rapidement. Il y a aujourd'hui aussi une question importante qu'on a posée chez vous il n'y a pas très longtemps, c'est le rôle des États-Unis d'Amérique dans leur soutien inconditionnel et militaire aux pays arabes modérés, aux pays arabes face maintenant au terrorisme. Il y a une espèce de vide quand même. On a envie d'entendre plus la voix de la Maison-Blanche et du State Department, peut-être aujourd'hui très occupé avec l'Iran et moins occupé avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Aussi, on le verra tout à l'heure. On va voir. En tout cas, si l'Amérique ne revient pas en force et jouer son rôle de gendarme international contre le terrorisme islamiste intégriste dans le Moyen-Orient et dans la région du Maghreb, il y aura ici une difficulté parce que la France aujourd'hui est embourbée au Mali, elle a des rôles importants à jouer dans d'autres régions du globe. L'Angleterre n'est pas présente. Il n'y a pas de présence d'un grand pays international, au niveau international, pardon, pour aider la Tunisie ou pour aider le Maroc demain. Sauf si l'Europe reprend sa vocation première. Écoutez, ce que dit Mme Merkel ces derniers temps, c'est pas exactement ce que vous dites. Donc, on est en droit d'imaginer que l'Europe peut jouer un rôle. Évidemment, les États-Unis sont ce qu'ils sont. On ne va pas enlever le rôle d'Obama ni des États-Unis. Aucune force militaire aujourd'hui. Aucune force militaire, à part les États-Unis, qui sont capables d'envoyer maintenant un corps expéditionnaire ou une force militaire sérieuse pour véritablement nettoyer le sud de la Tunisie et maintenant même les quartiers autour de Tunis de ces islamistes intégristes qui sont entraînés en Syrie, en Irak et qui reviennent en force. Si demain ces gens passent à l'offensive, l'armée tunisienne et la police tunisienne ne seront pas capables, pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens de traiter ce problème-là, qui est un problème aujourd'hui stratégique pour la Tunisie. Moi, je voudrais un seul point qui me paraît, pour conclure, je dirais... Le fait qui est en train de se dessiner depuis le début de l'attentat, c'est la solidarité internationale qui ressemble grandement à celle de Charlie du 11 janvier. C'est-à-dire que si à l'intérieur du monde, on est en train de se rendre compte que le terrorisme est une maladie et qu'il faut pour cela, non pas imaginer qu'elle soit une maladie incurable, mais qu'il y a des solutions, alors peut-être que la poussée du peuple peut arriver à faire quelque chose. En tout cas, c'est ce que j'espère fortement aujourd'hui. Alors on va aller justement, on va de nouveau retourner à Tunis. C'est Sofiane qui est en ligne avec nous. Qui est un blogueur tunisien. Bonsoir Sofiane, merci d'être en direct. Je voudrais que vous nous expliquiez comment vous percevez le fait qu'il existe effectivement cet attachement à la démocratie du peuple tunisien et en même temps ce nombre très important de jeunes qui partent faire le djihad ou qui sont attirés par l'islamisme radical aujourd'hui. Comment vous l'expliquez, vous ? En fait, avant tout, je voulais vous dire que ne vous inquiétez pas, la Tunisie va bien, elle est toujours debout. On a eu plein de crises au long de l'histoire et même depuis 4 ans, et à chaque fois, on s'en sort beaucoup plus fort et beaucoup plus unis. Et si vous étiez là en Tunisie maintenant, vous allez voir, tout le monde prend dans la rue. Il y a un grand concert au plein cœur de Tunis, à Salah de Bourguiba, où en fait encore on n'a pas interrompu les journées musicales à Tunis. Donc et même si vous demandez aux Tunisiens, personne ne vous dit qu'il a peur pour lui, il dit qu'il a peur pour la Tunisie. Et on est encore optimiste et on gagnera. La peur ne gagnera jamais. Bon, voilà. Ça c'est une première chose. Alors maintenant, justement sur ce contraste que vous nous décrivez, c'est-à-dire une Tunisie qui veut vivre tout à fait normalement dans la démocratie, et puis en même temps, le fait qu'il y ait de très nombreux jeunes Tunisiens, peut-être pas à Tunis, mais en tout cas dans le pays, qui soient attirés par cet islamisme radical violent, et puis 2 d'entre eux qui ont mené cette attaque terrible d'hier. En fait, c'est pas une spécificité tunisienne, hein. C'est partout dans le monde, même en Europe. Il y a toujours ces radicaux du part ou d'autre, que ce soit islamistes ou autres.
c'est le contraste. Dans chaque démocratie, il y a des gens qui croient et des gens qui ne croient pas. Mais heureusement, ici en Tunisie, ceux qui croient sont beaucoup plus nombreux que ceux qui ne croient pas. Et c'est pour ça, cette minorité, on se demande toujours pourquoi il y a plein de jeunes Tunisiens qui partent en Syrie, etc. Et on accuse la Tunisie d'être exportatrice de terroristes. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de place ici en Tunisie. Parce qu'ils savent bien qu'ils ne peuvent pas gagner ici en Tunisie. En Tunisie, depuis 4 ans, on est tous conscients qu'on veut passer cette transition démocratique, on veut cette liberté, on veut cette démocratie à la tunisienne. On est en train de réussir, on est en train, malgré toutes les crises, à chaque fois, on cherche un consensus et on passe ces problèmes-là. Donc, je pense que l'islamisme radical en Tunisie, il n'aura pas de place et c'est pas un phénomène qui rassemble beaucoup de monde. C'est une grande minorité et voilà. Un dernier mot, Sofiane. Ce qui s'est passé hier, est-ce que vous pensez que ça marque une étape très inquiétante ou eh bien, c'est quelque chose qui aurait pu se passer dans d'autres pays comme ça a été le cas en Europe et que ça ne va pas bouleverser le paysage tunisien? Ce qui passait hier, c'est ça. Ils voulaient juste toucher les symboles. Il y a plein de symboles qui ont été touchés. Il y a le musée qui représente toute l'histoire de la Tunisie. Le musée de Bardo, il est trop connu. Il y a son approchement par rapport au Parlement. Ils cherchaient un impact médiatique pour le faire peur. Donc c'est ça, on était choqués, c'est vrai, on était surpris, on était dégoûtés, on était vraiment révoltés. Mais il ne faut pas céder à ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à ça, ils cherchent à impressionner tout le monde, à faire peur à tout le monde. Mais s'ils sont en train de faire des choses comme ça, ça veut dire qu'eux, ils sont vraiment, ils sont dans la panique aussi. Ils cherchent à impressionner tout le monde. C'est vrai qu'on a peur. Hier, j'ai dit ça, c'est la première fois, avant de dormir, je me disais, j'espère me lever. J'avais peur de me lever pour ne pas entendre ou écouter ou avoir une information sur un incident. Et c'est ça le terrorisme, c'est ce qu'ils cherchent, c'est cette peur-là au quotidien. Mais j'espère qu'on ne cédera pas. Merci Sofiane pour ce témoignage en direct. Je rappelle que vous êtes blogueur donc à Tunis. Merci d'avoir témoigné sur i24 News. Il y aura demain, on l'a dit avec vous Claude Sidbon, cette marche qui coïncide avec l'anniversaire de l'indépendance. Quand vous entendez cela, c'est vrai que on se demande pourquoi autant de djihadistes venus de Tunisie, alors que c'est un pays effectivement où il y a des libertés. Est-ce qu'il y a un lien finalement entre la démocratie et le fait qu'il y ait autant, comme c'est le cas en France, de djihadistes? Écoutez, il y a près de 1000 islamistes belges qui ont quitté la Belgique, qui est une démocratie par excellence, qui sont en Irak, en Syrie. C'est une blague belge. C'est pas une blague belge, malheureusement. Il y a presque 2000, 1800 Français, peut-être plus, Français, nés en France. On en voit de temps en temps dans des vidéos horribles qui assassinent de sang-froid des pauvres victimes. Je crois que nous sommes véritablement dans une époque gravissime, une époque folle, où ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui, on a envie de dire du côté israélien, enfin moi personnellement, on est avec vous, on comprend votre peine, mais quelque part, ils sont aussi dans le désarroi. Quand je vois, ils disent la Tunisie restera debout, il y a eu 20 morts, on a eu en Israël des milliers de morts dans les attentats terroristes. Il y a là-bas presque une incompréhension, parce qu'en plus, il n'y a pas de revendication des terroristes. C'est-à-dire qu'ils attaquent, ils frappent, ils tuent, mais quelque part, les gens peuvent se dire, mais pourquoi ils ont tué, pourquoi ils ont frappé? Il n'y a pas ici une force qui dit, si on fait ça, on le fait parce que... Donc ces attaques dramatiques qui tuent des touristes, des Tunisiens, des enfants, des femmes un peu partout, provoquent une vague de frayeur, une incompréhension des populations. Et je crois, comme vous l'avez dit très justement, il y a ici un besoin de rassembler les forces, qu'elles soient arabes, européennes, israéliennes, américaines, dans une lutte coordonnée contre le terrorisme qui prend de l'ampleur. Je rentre la semaine dernière, quelques jours d'Afrique, de l'Ouest, de l'Afrique noire. Il y a aussi là-bas des dangers dramatiques d'islamisme, à la fois avec Al-Qaïda, maintenant avec des alliances avec l'État islamique. L'Afrique maintenant est véritablement teintée de ce terrorisme. Il touche le Maghreb, il touche l'Europe de l'Ouest, il touche maintenant le Moyen-Orient. Nous sommes dans une guerre totale, avec une difficulté de pointer très précisément qui est l'ennemi. Qui est l'ennemi? Quel est l'ennemi?
il faut dire une chose qui est certaine, c'est que très souvent on s'inquiète pourquoi autant en Tunisie ou pourquoi, vous venez de dire c'est justement en France, c'est dans des pays démocratiques que justement on permet, ou si vous voulez le terreau peut se développer beaucoup plus que dans un état policier comme l'Algérie ou comme l'était à l'époque la Libye ou comme l'était l'Égypte. Dans ces pays-là c'est beaucoup plus difficile, alors qu'en Tunisie justement cette espèce de liberté a permis, si vous voulez, l'éclosion de ces jeunes qui, il faut le dire, viennent généralement, je le disais tout à l'heure, du sud. Dans le sud tunisien, voilà. Le taux de chômage varie autour de 50 à 60%. C'est aussi un point qui va en même temps, donc c'est pas toujours simple. Qui peut être un des facteurs, mais pas le seul. Pas le seul. On parlait de l'anniversaire demain de l'indépendance de la Tunisie, et aujourd'hui, en France aussi, on commémorait le 3e anniversaire des attaques de Mohamed Merah qui s'était terminé le 19 mars avec la tuerie de l'école Ozar Hatorah de Toulouse, où 4 juifs, dont 3 enfants, avaient été assassiné de sang-froid par Mohamed Merah. Il y avait eu au tout 7 morts donc causés par ce peut-être premier attentat djihadiste qui en a depuis... Vous savez, c'est la haine et la violence de ces assassins-là, de ces démons-là qui surpassent l'imagination et notre compréhension de ce phénomène-là. Il y a une volonté d'assassiner, de détruire, de tuer des enfants, de couper des têtes. Enfin, on est face à une violence gigantesque qui se développe à une vitesse grand V. Les États essayent de donner des réactions normales. Je crois que la réponse va devoir être une réponse à la mesure du danger. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas continuer à réagir par des manifestations, par des bouquets de fleurs sur la tombe des morts, par des slogans sur des écriteaux, sur des affiches. Il faut ici véritablement parler de guerre totale contre le terrorisme islamiste, parler de nouvelles sanctions au niveau judiciaire, au niveau légal, en France, en Belgique, en Europe, dans les pays arabes également, parce que ce danger est un danger qui prend de l'ampleur et qui fait que chaque fois qu'il y a un attentat, il y a de nouveaux candidats qui partent au djihad. Le nombre de djihadistes qui s'engagent, qui veulent s'engager, est en nombre croissant. 10 000, disait Manuel Valls, pour la France. 10 000 pour la France, vous vous rendez compte, 10 000. Et on parle que cette année, l'État islamique pourrait arriver à 150 000 membres actifs venant de plusieurs pays du monde, dans une haine totale et une brutalité sans fin. Et nous devons, nous, les pays occidentaux, l'État d'Israël aussi, nous faisons partie de ce monde libre, nous devons nous serrer les coudes, nous devons travailler ensemble. Et je pense que la Tunisie ce soir regarde également vers Jérusalem et vers notre expérience et vers notre volonté de frapper le terrorisme pour également peut-être savoir comment sortir de ces impasses et faire que la Tunisie ne tombe pas dans ce chaos qui est une possibilité. La Tunisie peut tomber dans un chaos islamiste intégriste très grave. Merci en tout cas à tous les deux, Olivier Rafovitch, Claude Silbon. On parlait justement de la France et des mesures envisagées également pour endiguer cette vague de djihadisme, notamment à travers les réseaux sociaux. Une loi que certains trouvent d'exception, en tout cas une loi qui donne de vrais moyens au renseignement français pour lutter contre justement cette vague de djihadisme, a été présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. C'est Léa Berdugo qui nous en présente les principaux points. Terrible hasard du calendrier, c'est au lendemain de l'attentat du Bardo à Tunis et 3 ans jour pour jour après l'attaque de l'école Ozar Hatorah de Toulouse que Manuel Valls présente son projet visant à renforcer les services de renseignement. Car pour le Premier ministre, le danger est imminent. Le problème n'est pas de savoir s'il y aura un attentat de nouveau en France, en Europe, c'est de savoir quand et où. Cette menace, elle est présente. Nous avons pris toutes les dispositions pour y faire face. Ces dispositions concernent plusieurs moyens de communication. Le gouvernement a prévu plusieurs mesures pour détecter immédiatement les comportements suspects en ligne. Par exemple, il envisage de faire installer des boîtes noires sur les équipements des opérateurs de télécom. Objectif, repérer des possibles suspects en fonction des sites qu'ils fréquentent. Jusqu'à présent, la police n'avait le droit de mettre sur écoute que le téléphone d'une personne suspecte. Avec ce projet de loi, les droits vont être élargis aux proches des suspects. On se souvient que dans l'affaire Charlie Hebdo, les frères Kouachi avaient utilisé les téléphones de leurs compagnes.
À peine présentée, cette loi est déjà contestée. Une des dispositions critiquées est la possibilité pour le Premier ministre de prendre des décisions sans l'accord d'un juge, comme l'accès au contenu des emails ou encore l'accès aux données de connexion. Mais Manuel Valls l'assure, il ne s'agit en aucun cas de mettre en œuvre des moyens d'exception ou de permettre une surveillance de masse. Seuls les terroristes seront surveillés. Une nouvelle autorité administrative indépendante va être mise en place. Son nom, la Commission nationale des techniques de renseignement, composée de 9 personnes. Le projet de loi doit être présenté au Parlement à partir du 13 avril pour une adoption avant l'été. Voilà donc pour ce qui concerne la Tunisie donc, et le djihadisme. On passe maintenant à l'autre sujet phare de notre édition spéciale, les suites de l'élection à la Knesset et notamment, vous allez le voir, le dossier palestinien qui fait un retour en force sur le bureau de Benyamin Netanyahou. ויעשה כל מה שביכולתו כדי לדאוג לרווחתם וביטחונם של כל אזרחי ישראל. Netanyahu has said in the final moments of the campaign that he will not allow a Palestinian state. The United States is in a position going forward where we will be evaluating our approach with regard to how best to achieve a two-state solution. حركة حماس لا تفرق بين الأحزاب الإسرائيلية لأنها تتفق على التنكر لحقوقنا الفلسطينية ومواصلة العدوان على شعبنا الفلسطيني. لن نتراجع عن مواقفنا في تأييد الشرعية في المطالبة بتحقيق الشرعية الدولية. Les élections israéliennes, donc, on vous parlera tout à l'heure évidemment des enjeux politiques intérieurs et de la formation du nouveau gouvernement auquel s'attelle Benyamin Netanyahou, mais il est rattrapé dès aujourd'hui par ses propos de fin de campagne qui ont fait beaucoup de bruit sur son refus d'avoir un État palestinien. Aujourd'hui, dans une interview à une chaîne américaine, sa première interview depuis sa réélection, il semble que Netanyahou ait changé de discours, même si lui le réfute. En tout cas, il réévoque de nouveau la solution à 2 États avec des conditions vis-à-vis des Palestiniens. Tout cela au moment où la Maison-Blanche, elle, avait montré dès hier son mécontentement face à la nouvelle tendance et teneur des propos de Netanyahou sur le dossier palestinien. Bref, tout cela mérite qu'on s'y arrête dès ce soir. On va en parler avec vous, Raphaël Jérusalemi, bonsoir, ancien officier dans le renseignement militaire de l'armée israélienne, et Patrick Béthane, bonsoir. Vous êtes conseiller stratégique dans un parti politique en Israël et vous êtes également expert en contre-terrorisme. Alors, pour déjà mieux comprendre comment les relations avec la Maison-Blanche et Benyamin Netanyahou, qui étaient déjà très compliquées, vont s'articuler désormais avec cette réélection de Netanyahou, Maxime Pérez en images. Au lendemain de la réélection de Benyamin Netanyahou, les Palestiniens continuent d'étudier leur riposte suite aux récentes prises de position du chef du gouvernement israélien. À la Moukata de Ramallah, entouré de ses ministres, le président Mahmoud Abbas a laissé entendre qu'il ne fonde aucun espoir sur la reprise du dialogue. Les déclarations de Benyamin Netanyahou contre la solution à 2 États et contre la formation d'un État palestinien et les appels d'Avigdor Lieberman à tuer tous les Arabes d'Israël prouvent, s'il se confirme, que le gouvernement israélien ne veut pas sérieusement d'une solution politique. Et les Palestiniens, qui envisagent plusieurs mesures unilatérales contre Israël, en plus du recours à la CPI le 1er avril, pourraient compter sur un allié inespéré dans leur nouvelle offensive diplomatique, les États-Unis. Comme on a pu le voir dans ses déclarations cette semaine, le Premier ministre israélien a indiqué qu'il n'était plus en faveur de cette approche. Par conséquent, les États-Unis vont continuer à évaluer leur approche pour voir comment faire au mieux pour arriver à une solution à 2 États. 2 leviers de pression, et non des moindres, seraient envisagés par Washington pour forcer Israël à revenir sur une position plus acceptable sur le dossier palestinien. La première serait la reconnaissance d'un État palestinien dans les frontières de 1967. La seconde, plus lourde de conséquences, entraînerait la levée du veto américain à l'ONU
en cas de nouvelle résolution contre Israël. Ces menaces, ébruitées par la presse américaine, ont sans doute poussé Benyamin Netanyahou à tenter d'apaiser les tensions avec l'administration Obama. En marge d'une interview accordée ce jeudi à la chaîne américaine NBC, le Premier ministre israélien aurait sous-entendu qu'il restait engagé à la solution de 2 États pour 2 peuples. Alors effectivement, même si la Maison-Blanche ce soir reste sur sa même position, c'est-à-dire une grande prudence, circonspection par rapport aux propos tenus par Netanyahou, Obama doit d'ailleurs téléphoner ce soir, et ça c'était pas prévu, en tout cas aussitôt, à Benyamin Netanyahou. Eh bien, voici un extrait de ce qu'a dit le Premier ministre israélien, précisément à la chaîne MSNBC, chaîne américaine, première interview donc d'après élection. Un extrait tout de suite. Je ne suis jamais revenu sur le discours de Bar-Ilan que j'ai prononcé il y a des années. J'appelais à la création d'un État palestinien démilitarisé qui reconnaîtrait un État juif. Mais ce qui a changé, c'est la réalité. C'est le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas qui refuse de reconnaître un État juif. Il a fait un pacte avec le Hamas qui appelle à la destruction de l'État juif. Voilà, donc Netanyahou n'est pas opposé à un État palestinien. Patrick Beytane, pour vous, il fait marche arrière ou c'est finalement toujours ce qu'il avait soutenu? À mon avis, c'est le zigzag de Netanyahou et il est clair, comme il l'a dit pendant la période électorale, qu'il est contre l'État palestinien. Mais en plus de cela, les partis qui vont être dans sa coalition sont contre l'État palestinien, ce qui fait que ce zigzag n'est pas clair. Raphaël Jérusalemi, comment vous interprétez là ce que fait Netanyahou, la Maison-Blanche qui est très inquiète? Franchement, les discours d'un homme politique, surtout en campagne électorale, il ne faut pas trop s'y fier, il ne faut pas trop y croire, ni en prêter d'importance. Ce qui m'inquiète, c'est l'hostilité grandissante entre l'Amérique et Israël. Un ami ne vous attend pas au tournant. Vous pouvez dire une bêtise et vous pouvez la corriger ou ne pas la corriger. Si c'est un ami qui vous écoute, eh bien, il va essayer de vous comprendre. Ou elle va vous dire, tu es en train de dire une bêtise, tu devrais parler autrement. Or, nous n'avons pas un ami en face de nous avec M. Obama. Il attend Netanyahou au tournant. Il y a un petit pugilat, même personnel, entre eux. Et ça, c'est grave. Parce que le fait que M. Netanyahou puisse déraper, si on l'interprète ainsi, d'autres pourront dire qu'il n'a pas dérapé. Mais disons que lui-même l'admet. Donc il a peut-être dérapé dans son discours. Et qu'aussitôt, le gouvernement américain, à son plus haut niveau, la Maison-Blanche, saute sur une phrase. Et ils ont sauté sur la phrase auquel, pendant la campagne, au dernier moment, où il a dit « Faites attention, les Arabes votent en masse et les Israéliens sont paresseux, ils vont à la plage ». Ça a été interprété comme une phrase raciste. Je pense que c'est vrai que les Israéliens vont à la plage et que les Arabes sont beaucoup plus sérieux et votent en masse. Mais même tout cela, ça montre la tension très grave qu'il y a entre les États-Unis et Israël, mais surtout qu'il n'y a pas une sorte d'amitié comme par le passé. Je pense que dans les autres gouvernements américains, Israël a fait beaucoup de bêtises par le passé, et les gouvernements américains qui étaient amis lui ont plus ou moins pardonné, ou ont passé ça sous la carpette. Là, il y a un problème. Et alors, maintenant, évidemment, à l'envers, c'est à M. Netanyahou, sachant pertinemment que sa victoire électorale pose problème sur le plan diplomatique à travers le monde, doit se montrer beaucoup plus conciliant. Je pense qu'il a eu raison sur le plan diplomatique de se rétracter d'une certaine manière. Personne n'est dupe, il s'est rétracté. Sur une chaîne américaine en plus. Je crois qu'il faut effectivement baisser ces tensions qui sont malsaines pour tout le monde. Patrick Beytane, vous en pensez quoi? Je suis d'accord avec vous que les intentions d'Obama n'ont pas l'air trop cachères. Mais il est clair que la tension entre Israël et les États-Unis est problématique. Et il est clair même qu'Obama va nous pousser à un accord qui ne serait pas le meilleur accord pour Israël.
Ce qui fait que commencer seulement après 1 ou 2 jours et déjà développer une crise, je ne comprends pas la stratégie de Netanyahou. Mais là, aujourd'hui, on va dire qu'il essaie quand même de se mettre dans une position plus en phase avec la Maison-Blanche, en disant cela. Et pourtant, les Américains eh bien, semblent ce soir, parce que le porte-parole de la Maison-Blanche n'a pas modifié son discours, ce soir, il a dit toujours que les Américains pourraient réévaluer leur politique vis-à-vis d'Israël et des Palestiniens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils pourraient peut-être un jour ne plus utiliser leur veto à l'ONU si une résolution pour l'État palestinien était présentée. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble envisageable? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un processus qui a commencé avant les élections. J'ai l'impression qu'Obama attendait de savoir qui va être élu, Herzog ou Netanyahou, et c'est clair que c'est seulement une question de temps. Ce qui fait que l'intérêt israélien stratégique, peu importe quel parti politique, est d'influencer et de ne pas répondre. Ce qui fait qu'il est clair que Obama va nous obliger à accepter des conditions qui ne seront, à mon avis, pas bonnes pour Israël. Et le rôle, à mon avis, de Netanyahou est de prendre une position qui nous aiderait et qui nous amènerait, qui permettrait de ne pas avoir de conflit. Mais est-ce qu'Obama n'a pas une part de responsabilité aussi? Parce qu'on voit bien que les Américains aimeraient se rapprocher de l'Iran, signer cet accord au plus vite, mais les Européens et Israël n'en veulent pas pour l'instant. Finalement, Israël a peut-être aussi raison parfois contre Obama. Oui, je pense que les Israéliens se sentent toujours proches des Américains comme peuple, mais qu'Obama, auprès des Israéliens, a perdu toute sa crédibilité. Ça n'a pas pris 2 minutes, ça fait, depuis le temps qu'il est au pouvoir, il n'a pas fait grand-chose en faveur d'Israël. Il a fait même le contraire. Alors, reste de dire, est-ce qu'il a raison ou tort de signer un accord avec les Iraniens? Est-ce qu'il a raison ou tort de forcer la main aux Israéliens pour avancer ou reprendre les négociations? C'est une autre histoire. Je pense qu'il faut, justement aujourd'hui, après ces élections, après une décision qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais qui est claire et nette d'une certaine opinion de la société israélienne, je crois qu'il faut laisser de côté les primadonnas, les bluffs de la Maison-Blanche. Je pense que c'est un bluff, il n'y aura pas de veto. C'est beaucoup trop grave s'ils appliquent un veto. On a meilleur temps d'aller s'associer avec Poutine. S'ils font ça, pas la peine de rester avec eux. Je pense pas que ça aura lieu. Mais ce qui est certain, c'est nous devons prendre nos propres décisions, réfléchir. Et là, une des décisions qui s'impose, c'est celle en fait qui est imposée un petit peu par la doctrine militaire. L'armée aujourd'hui, les services de sécurité sentent et prévoient une montée de la violence et des tensions à Gaza, bien sûr, mais en Cisjordanie aussi. Parce que Gaza, on connaît, on ne s'attend pas à des miracles, mais en Cisjordanie. Il y a eu, au début du mois, un immense exercice militaire avec un appel de réservistes en prévision de ces violences. Et là, nous devons, et je pense que Benjamin Netanyahou doit oublier Obama et penser à nous. Je pense qu'il faut bluffer aussi et reprendre les négociations avec les Palestiniens, faire un effort. Dans cette interview, il se dit d'accord pour reprendre les négociations si les Palestiniens changent d'attitude. Oui, ben les Palestiniens ne vont pas changer d'attitude, mais nous, on doit avoir notre intérêt en vue et calmer le jeu. Les Palestiniens, maintenant, vont faire tout le contraire de calmer le jeu. Parce qu'ils sont sur les rouplettes, parce qu'ils s'attendaient... Ils étaient sûrs que, comme beaucoup d'ailleurs d'entre nous, que Netanyahou ne passerait pas. Il se trouve qu'il est passé. Alors vous pouvez vous imaginer comment se préparent d'abord les extrémistes palestiniens, à Gaza, les djihadistes, à la réaction à ce gouvernement de très de droite, mais même à Ramallah, à Abu Mazen, soi-disant modéré, il y a un choc là. Il y a un choc. Et il risque de se laisser entraîner justement dans cette montée de tension anti-Netanyahou, anti la décision israélienne de choisir sa sécurité. Mais nous devons être, à mon avis, et c'est pas mon avis d'ailleurs, c'est l'avis de l'armée et du Mossad, de la Shabak, être assez malins
pour détonner la bombe et essayer justement de montrer le contraire. Pas pour Obama, pas pour les Américains, pas pour la paix qui est très très loin, juste pour que toute cette tension qui vient de se créer descende. Il suffira de gestes qui sont tout à fait symboliques, mais de s'asseoir à une table de négociation, de proposer même un petit pas qui nous coûte pas cher, et à ce moment-là, les Américains au moins seront obligés d'admettre, si la tension continue, que c'est peut-être pas nous les méchants. Alors, on va aller d'ailleurs à Jérusalem tout de suite retrouver Daniel Haïk qui se trouve à la Knesset. D'abord parce qu'il y a eu aujourd'hui divulgation des résultats officiels. Daniel Haïk, bonsoir. Un mot d'abord sur ces résultats officiels parce que c'était presque une formalité. Ça confirme la victoire du Likoud. Oui, effectivement, la commission électorale centrale a publié donc les résultats, on va dire quasi officiels. Ils seront officialisés totalement le 25 mars prochain. Mais effectivement, on connaît le décompte maintenant, la répartition des mandats des 120 députés de la 20e Knesset. Le Likoud obtient 30 mandats, l'Union sioniste 24. Les partis arabes baissent d'un mandat par rapport aux estimations qui avaient été faites au cours des 2 derniers jours, avec 13 mandats seulement. Et puis le parti Meretz, qui ne comptabilisait que 4 mandats jusqu'à présent, a récupéré un mandat. Et cela permet d'une certaine manière à sa présidente de rester, de renoncer à démissionner. Et donc il y a quelques réajustements, mais grosso modo le bloc de droite et de droite radicale, de droite nationaliste reste confirmé avec 67 mandats. Ce seront les 67 députés qui devraient former la prochaine coalition gouvernementale. Et désormais, Binyamin Netanyahou va devoir s'atteler à donc d'abord conclure des accords avec ses futurs partenaires. Et on parle d'ores et déjà de répartition des portefeuilles. Et il s'avère que cela va être très compliqué, un véritable casse-tête pour le Premier ministre, en dépit du fait que le Likoud obtient 30 mandats et qu'il est bien plus puissant qu'il ne l'était dans la précédente Knesset. Eh bien, il n'est pas impossible que le Likoud devra se départir de certains portefeuilles, comme par exemple le portefeuille de la défense qui était entre les mains de Moshe Yaalon et qui est brigué actuellement par Naftali Bennett du foyer juif et par Avigdor Lieberman. Il va y avoir des tractations et il y aura des pressions, donc tout ne sera pas facile. Binyamin Netanyahou, l'objectif du Premier ministre serait de parvenir à former sa coalition gouvernementale avant la fête de Pâques, de la Pâque juive de Pessah, c'est-à-dire dans 15 jours. Est-ce qu'il y parviendra? Sera difficile. En tout cas, il a 28 jours pour le faire et s'il n'y parvient pas, il a encore une rallonge de 14 jours. Mais on le sait, et le président de l'État a l'intention d'accélérer la procédure pour confier donc cette formation de la coalition gouvernementale à Binyamin Netanyahou. Et Binyamin Netanyahou lui-même voudrait que tout cela soit réglé le plus rapidement possible afin qu'il puisse reprendre les affaires courantes. Alors Daniel, un mot pour évoquer ce qui va se passer peut-être ce soir, c'est-à-dire un coup de fil annoncé de la Maison-Blanche de Barack Obama à Netanyahou. On sait qu'il y a plus qu'un froid là depuis quelques jours à propos du dossier palestinien notamment. Oui, alors il y a un froid depuis quelques années entre Binyamin Netanyahou et Barack Obama, mais effectivement un froid il y a effectivement une tension très vive, en particulier depuis le discours de Binyamin Netanyahou devant le Congrès il y a de cela 2 semaines. Et effectivement, il semblerait qu'il y ait actuellement des tractations entre la présidence du Conseil à Jérusalem et la Maison-Blanche pour essayer de trouver un créneau qui permettrait aux 2 hommes politiques, aux 2 responsables, aux 2 chefs d'État de se parler au téléphone. Alors cela risque de prendre encore quelques heures, mais il est possible, probable même, que Binyamin Netanyahou et Barack Obama se téléphonent dans le courant de la soirée ou de la nuit. Il faut préciser pour l'anecdote que on peut, à travers les communications téléphoniques du président américain, savoir qui sont ses préférés et qui il préfère le moins, puisque par exemple lorsque Rouhani avait été élu, eh bien Barack Obama s'était empressé de lui téléphoner pour le féliciter tout de suite le soir de son élection. Ça a pris 24 heures de plus pour Tayyip Erdogan, le président de la Turquie, mais ça a pris 2 jours pour Mohamed Assisi, le président de l'Égypte. 2 jours comme apparemment Binyamin Netanyahou. Cela veut dire que Binyamin Netanyahou n'est pas véritablement d'odeur de sainteté à la Maison-Blanche, on le comprend, et c'est la raison pour laquelle Binyamin Netanyahou a donc tenté de rectifier le tir aujourd'hui à travers cette interview télévisée à la NBC, MSNBC, pour essayer de clarifier ses propos
qui avait choqué une partie de l'opinion publique américaine, la Maison-Blanche, concernant le fait qu'il n'y aura pas d'État palestinien dans son prochain, s'il est à nouveau Premier ministre. Alors il a essayé de rectifier le tir, on l'a dit donc en parlant d'une solution de 2 États qui, selon lui, reste actuelle, mais si elle est réaliste, et qu'il a demandé aux Palestiniens de reprendre les négociations, mais d'abandonner leur alliance avec le Hamas. Donc Benyamin Netanyahou tente de rectifier le tir sur une chaîne qui est libérale, plutôt de gauche, afin de faire passer ce message que finalement il n'a pas véritablement modifié ses positions, et c'est une volonté de sa part pour lui d'essayer de contrer une éventuelle levée du dôme de fer diplomatique que les États-Unis, que la Maison-Blanche déploie en général devant le Conseil de sécurité de l'ONU lorsqu'il s'agit de résolutions qui sont anti-israéliennes ou de résolutions consistant par exemple à reconnaître un État palestinien indépendant. Benyamin Netanyahou craint ce genre d'initiative. Il y a eu des appels du pied de la part de la Maison-Blanche au cours des 24-48 dernières heures, et donc Benyamin Netanyahou a tenté sur ce point-là de rectifier le tir. On verra si dans le courant de la soirée, à travers cette conversation téléphonique, eh bien, quelque part, les relations se sont quelque peu aplanies entre les deux leaders. Merci Daniel Haïk, en direct donc de la Knesset à Jérusalem. Alors, pour revenir justement à ce dossier palestinien, Patrick Beytan, lorsque Netanyahou dit aujourd'hui, toujours sur cette même chaîne américaine, que c'est Mahmoud Abbas qui refuse de reconnaître Israël comme État juif, qui a fait un pacte avec le Hamas, c'est cela en fait qu'attend Netanyahou avant de reprendre les négociations. Est-ce qu'à votre avis, les Palestiniens peuvent remplir ces 2 conditions ? Je pense que le problème n'est pas les Palestiniens, le problème est le gouvernement qui a été élu. Lorsque Netanyahou a dans sa coalition, sa future coalition, Bennett et Lieberman, qui sont contre les 2 États, qui sont contre l'État palestinien, je pense que je ne vois pas un futur positif, je vois seulement un conflit entre nous et les États-Unis et nous et l'Europe. Donc il n'y aura pas pour vous d'évolution, les conditions que pose Netanyahou ? Sauf à la différence que c'est justement la conduite, surtout récemment, de Mahmoud Abbas, qui est aussi responsable d'un résultat que je sais que vous n'appréciez pas trop. Les Israéliens, s'ils avaient été un petit peu soulagés, rassurés par la conduite des Palestiniens, des dirigeants palestiniens, parce que nous savons qu'aujourd'hui il y a un immense progrès dans les relations entre les 2 peuples, économiques, culturelles, artistiques, tout ce que vous voulez. Mais au niveau des dirigeants, c'est la catastrophe. Et le fait que Mahmoud Abbas n'ait pas su envoyer le bon signal, il a desservi sa propre cause, il a servi la cause des partis qui devaient représenter le souci du social, de l'éducation en Israël, et renforcer cette inquiétude de la sécurité qui n'est peut-être pas justifiée en fin de compte. Mais l'attitude du Hamas, l'attitude de l'OLP, le fait que M. Mahmoud Abbas passe son temps à nous accuser à l'ONU, dans les tribunaux internationaux, ne cherche qu'à faire des procès, à demander des réparations, cela ne peut pas encourager un Israélien à lui faire confiance, à espérer la paix. Et alors, résultat des courses, malheureusement, nous refermons sur nous-mêmes pour la défense. Merci à vous, Raphaël Jérusalemi. Merci, Patrick Beytan. On continue à parler de ces lendemains d'élections en Israël dans un instant, juste après une pause avec d'autres invités. Évidemment, restez avec nous. À tout de suite. ישראל לבחור בי ובחבריי כנגד כל הסיכויים, גם נגד כוחות גדולים. אנחנו נהיה תחליף ראוי, אמיתי, בכל התחומים ובכל הנושאים לממשלת ימין צרה שזמנה קצוב. ממשלת החלומות של נתניהו בעיניי ממשלת הסיוטים של מדינת ישראל, ואנחנו צריכים להציב מולה את החלום שלנו ולהילחם עליו.
Élection donc suite, parce que ce n'est pas fini. Il y a eu le vote effectivement mardi, mais il y a maintenant la formation d'une coalition, d'un gouvernement, des tractations qui ont commencé. On va en parler évidemment. On va d'abord vous présenter nos invités pour cette nouvelle demi-heure. Emmanuel Navon, bonsoir, membre du comité central du Likoud. Face à vous, Eric Cohen, bonsoir pour l'Union sioniste. Merci d'être là. Et puis Nadia Ellis, bonsoir, chercheuse à l'Université de Tel Aviv et spécialiste dans l'analyse du discours. On vous fera écouter dans un instant ce qu'a dit Netanyahou aujourd'hui, première interview d'après élection, et bien ce sont des propos qui évidemment peuvent dérouter après ce qu'on avait dit lundi, ce qu'il avait dit lundi, donc juste à la veille de l'élection. On va d'abord vous montrer les résultats définitifs, car cette fois ça y est, le dépouillement est terminé, et comme on l'annonçait dès hier soir, donc le Likoud remporte une victoire plus large que prévu, 30 sièges, 24 pour l'Union sioniste, 13, un de moins que ce qui était annoncé hier pour la liste commune qui regroupe les partis arabes. Vous verrez pourquoi dans un instant. Yesh Atid, Lapid, 11 sièges, 10 pour Kulanou de Kahlon, 8 donc pour le foyer juif de Bennett, et puis les autres partis de moindre importance à la Knesset, donc 7 pour Chasse, 6 pour le parti unifié de la Torah, 6 pour Lieberman, Israël Beitenu, et puis donc Meretz qui a gagné aujourd'hui un siège après donc le décompte définitif, ce qui en enlève un à la liste commune. Voilà donc pour la composition de la nouvelle Knesset, ce qui donne en projection de coalition cette fois, eh bien si l'on additionne le bloc de droite et les partis religieux, ce qu'on vous disait hier, c'est-à-dire une majorité somme toute confortable, en tout cas 67 sièges, majorité absolue à 61, donc voilà, Netanyahou pourra composer sa coalition et son gouvernement à partir donc de cette projection, sauf surprise évidemment dans les tractations. Vous êtes d'accord, Emmanuel Navon, ce sera sur cette base-là que Netanyahou va gouverner? Oui, je pense qu'il n'y a pas vraiment de spéculation sur la coalition. Au moment de la publication des estimations, mardi soir, le président de l'État avait essuyé l'idée d'un gouvernement d'union nationale entre le Likoud et le Parti travailliste, mais cela n'est plus d'actualité. D'abord parce que les résultats sont différents de ce qu'on pensait mardi soir. On pensait à l'époque qu'il y avait une égalité de 27 sièges entre les deux partis, ce n'est pas le cas. Et puis n'oublions pas que ni les travaillistes ni le Likoud ne veulent, en tout cas la base des deux partis ne veulent d'un tel gouvernement. Et Netanyahou n'en a pas besoin puisqu'il a une majorité de 67 sièges, ce qui est suffisant pour lui. Non seulement une majorité de 67 sièges, mais qui semblerait beaucoup plus stable que sa précédente majorité parce qu'il n'y a pas de véritable dissension idéologique majeure entre les futurs membres de sa coalition. Donc la coalition s'impose quasiment, ce sera cette coalition de 67 sièges, ça paraît évident. Un mot là-dessus, Eric Cohen, justement Écoutez, les résultats, ils sont clairs. C'est évidemment une grande déception. L'Union sioniste a fait un bon score, mais insuffisant, bien sûr. C'est une victoire de la droite. Il faut que la droite prenne donc ses responsabilités. Et nous serons une opposition vigilante et active. Il y a aujourd'hui dans la presse des commentaires assez étonnants quand même de personnalités de gauche qui regrettent le vote et s'en prennent presque au choix des Israéliens, comme s'il y avait une remise en cause de ce qu'est Israël aujourd'hui, parce que cette carte politique elle est claire. Finalement c'est un pays qui a voté à droite majoritairement, et certains disent que finalement c'est presque dommage que les Israéliens aient fait ce choix et qu'ils s'en prennent finalement au choix des Israéliens. Est-ce que vous partagez cette analyse critique de certains intellectuels, à gauche notamment? Non, pas du tout. Nous vivons dans une démocratie. Il y a eu un choix. Les élections, c'est fait pour faire des choix, pour trancher. Le choix est clair. La droite doit prendre ses responsabilités. On va voir ce qu'elle va faire. Et nous serons une opposition, comme j'ai dit, tout à fait vigilante. Et on peut faire du travail dans l'opposition. Ce que je remarque simplement, c'est que de façon sans précédent, je pense, dans une démocratie occidentale, on a un parti de gouvernement, le Likoud, qui a été élu alors qu'il n'a fait aucune proposition écrite. Il n'y avait aucun programme du Likoud. Donc les gens ont voté en fait sur, on ne sait pas, sur rien du tout. Bon, en tout cas, sans doute sur les questions sécuritaires, on va le voir. Nadia Ellis. Les questions sécuritaires et puis certainement une campagne les 2 derniers jours avec une rhétorique dont on a eu l'occasion de parler à plusieurs reprises, qui évidemment a joué sur la peur, sur le pathos, sur les sentiments d'une population visiblement assez traumatisée par l'histoire d'Israël, par les guerres, par tout ce qui se passe, et qui
et qui s'est fait convaincre par l'argument les Arabes vont en masse voter, donc allez voter vous-même. Et pas sur les questions économiques et sociales alors. Non, si évidemment il y a eu quand même 20 sièges ou 21 sièges qui ont été donnés à ces deux partis, Yeshatid et Kulanu qui s'occupent des questions sociales et économiques, mais effectivement comme vous le disiez, Netanyahou n'a absolument rien promis à part dire on s'occupera de ça, on s'occupera du coût de la vie parce qu'on a déjà commencé, il faut continuer, mais bon il n'a rien dit de spécifique. Il a juste appuyé sur le bouton le plus facile, le plus classique, le plus standard, et je dirais même du temps d'Aristote, le grand classique de la rhétorique pour les masses, la peur. Et là, ça a marché. Donc je peux comprendre aussi la déception de certains intellectuels qui disent le peuple s'est laissé avoir quelque part, il se laisse faire, il se fait manipuler de cette manière. Et puis évidemment, aujourd'hui, Netanyahou retourne sur toutes ces déclarations. Évidemment, il dira que c'est pas vrai, il n'est pas raciste, il est le Premier ministre de tout le monde, mais non, il n'a jamais dit que l'État palestinien, non. Enfin, il trouvera un moyen de revenir sur ses pas et à travers un bon discours, parce qu'on sait tous qu'il est un excellent orateur, il essaiera de retourner en arrière. Alors, je vais vous laisser répondre dans un instant, Emmanuel Navon, mais on va voir justement cette première interview qu'a donnée à une chaîne américaine, c'est pas innocent, Benyamin Netanyahou aujourd'hui, extrait où il évoque justement l'État palestinien. On était resté en fin de campagne sur cette phrase si je suis élu, il n'y aura pas d'État palestinien. Bien, voici ce qu'il a déclaré aujourd'hui, un court extrait sur la chaîne américaine MSNBC. Je ne suis jamais revenu sur le discours de Bar-Ilan que j'ai prononcé il y a des années. J'appelais à la création d'un État palestinien démilitarisé qui reconnaîtrait un État juif. Mais ce qui a changé, c'est la réalité. C'est le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas qui refuse de reconnaître un État juif. Il a fait un pacte avec le Hamas qui appelle à la destruction de l'État juif. Alors voilà, c'est une partie de l'interview qui est diffusée ce soir à la télévision américaine, mais il dit qu'il est prêt aussi à négocier avec les Palestiniens, qu'il faut juste que Mahmoud Abbas change d'attitude, reconnaisse Israël comme État juif et puis rompe son pacte avec le Hamas. Emmanuel Navon, est-ce qu'il y a volte-face de Netanyahou ? Je ne suis pas le porte-parole du Premier ministre, mais je pense que sa déclaration était une déclaration électorale le jour des élections, c'est clair. Ceci dit, c'est vrai aussi que depuis son discours de Bar-Ilan en 2009, il y a eu des changements dans le Proche-Orient avec des États arabes qui implosent les uns après les autres, qu'il s'agisse de l'Irak, qu'il s'agisse de la Syrie, de la Libye, avec l'émergence de l'État islamique. Et oui, le Proche-Orient a changé, pas pour le meilleur, mais pour le pire. Dans son discours de Bar-Ilan, il avait effectivement posé deux conditions pour l'acceptation d'un État palestinien, à savoir sa démilitarisation et la reconnaissance par l'OLP d'Israël comme État-nation du peuple juif. Pendant les négociations qui ont duré pendant 9 mois et qui ont été menées par Tzipi Livni dans le précédent gouvernement, Mahmoud Abbas a déclaré clairement qu'il ne reconnaîtra jamais Israël comme État-nation du peuple juif, parce que cela, comme il avait dit lui-même, comme il l'avait expliqué lui-même, impliquerait remettre en cause et renoncer à ce qu'eux appellent le droit du retour, c'est-à-dire donner aux descendants des réfugiés de 1948, qui d'après les calculs de l'UNRWA seraient 5 millions aujourd'hui, le droit de devenir citoyen israélien, et de ne pas démilitariser du tout le futur État palestinien. Donc on en est là pour l'instant. Je pense que le Premier ministre lui-même s'était résolu dans son discours de Bar-Ilan au principe d'un État palestinien, parce que la réalité démographique, elle est ce qu'elle est, il la connaît comme tout le monde, mais d'un autre côté, cela ne signifie pas qu'il faille accepter dans toutes les conditions. Encore une fois, je ne suis pas son porte-parole pour savoir pourquoi il change de fusil d'épaule selon les journées, mais je pense que sur le principe de base, il y a effectivement eu des changements ces dernières années dans la région. Et là où Tzipi Livni a échoué de nouveau dans les précédentes négociations, c'est également à cause, pas seulement, mais également à cause du refus obstiné de Mahmoud Abbas à la fois de reconnaître Israël comme État-nation du peuple juif et d'accepter que l'État palestinien futur soit démilitarisé. Eric Cohen ? Écoutez, le problème, il faut quand même revenir aux questions de fond. Le problème de fond, il y a des réalités géographiques et des réalités démographiques. Alors, le status quo actuel, il n'est pas dans l'intérêt d'Israël. C'est ça qu'il faut comprendre. Le status quo actuel, il nous mène à deux scénarios qui sont deux scénarios catastrophes. Le premier, c'est l'hypothèse d'un État avec des millions de Palestiniens qui restent sous contrôle militaire, sans aucun droit,
de citoyens. Et ça, il y a un nom pour ça, malheureusement. On a connu ça dans d'autres endroits. C'est un État apartheid, c'est un État honni, un État banni, un État mis au banc des nations, un État sous le coup de sanctions de plus en plus dures. Ça, c'est le premier scénario. Et puis le deuxième scénario, c'est si finalement on nous dit donnez-leur la citoyenneté, puisqu'ils ne vont pas rester comme ça éternellement des citoyens de troisième zone. Alors on leur donne la citoyenneté, c'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire une majorité arabe dans une génération, ça veut dire la fin du rêve sioniste. Alors la droite, elle nous dit ce qu'il ne faut pas faire. Elle nous dit, voilà, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, on a peur, on ne peut pas rendre, on ne peut pas négocier, on ne peut pas faire des compromis, etc. Ce qu'on n'entend pas, c'est ce qu'il faut faire. Quel est son programme? Qu'est-ce qu'elle va faire avec cette réalité? C'est une réalité démographique, c'est une réalité géographique, on ne peut pas l'esquiver. Et un accord, ou une tentative en tous les cas de dialogue, c'est un intérêt stratégique d'Israël. Et qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un Israël qui tend la main, qui fait des propositions et qui, peut-être, effectivement, se heurte à un refus palestinien et qui montre au monde entier qu'avec ces propositions, avec ces initiatives, on ne peut pas avancer à cause du refus palestinien? Ou est-ce qu'on veut un Israël traîné dans des processus qui sont imposés, des processus qui sont en fait en notre défaveur? C'est ça qu'il faut savoir. Nadia Ellis, comment vous interprétez déjà ce que dit Netanyahou aujourd'hui sur cette chaîne américaine? Bon, évidemment, c'est comme je disais tout à l'heure, il a tout intérêt à faire quelques pas en arrière. Netanyahou, il est très bon à formuler ses phrases de manière à faire comprendre que ce n'est jamais ce qu'on comprend exactement par rapport à ce qu'il dit. C'est-à-dire, par exemple, l'histoire de il faudrait que l'État palestinien reconnaisse Israël en tant qu'État juif. Alors, sa phrase, normalement, quand il dit ça, il dit il n'y aura pas de paix tant que les Palestiniens ne reconnaîtront Israël en tant qu'État juif. Alors si on va au fond de l'histoire, en fait, il n'est pas en train de dire il n'y aura pas de processus de paix, il est en train de dire il n'y aura pas de paix. Donc il n'y aura pas de fraternité, je sais pas, de sentiment de paix entre Israéliens et Palestiniens tant qu'ils ne reconnaîtront pas Israël en tant qu'État juif, ce qui est vrai, vraisemblablement, il n'y aura pas de paix de ce point de vue-là, mais ce qui compte, c'est qu'il y a un processus de paix. Donc, à partir du moment où il se fait attaquer parce qu'il fait ce genre de déclaration, il peut toujours dire « Ah, mais moi, je n'ai pas dit que je ne vais pas négocier, j'ai juste dit qu'il n'y aura pas de paix entre les peuples tant qu'il n'y aura pas ce genre de reconnaissance. » Donc, il est très, très fort dans la formulation de ces phrases pour toujours pouvoir retourner en arrière. Donc, là aussi, c'est le même exemple. Il va dire « Mais j'ai jamais dit que je ne suis pas retourné sur mes pas, j'ai pas contredit ce que j'ai dit au discours de Bar-Ilan. J'ai juste dit que maintenant, si on cède des territoires ici au Proche-Orient, c'est céder des territoires à l'islam radical, blablabla. Bla. Donc il va toujours pouvoir s'en sortir. Le problème, c'est qu'il a beau s'en sortir avec les mots, et il est très très fort pour ça, mais la communauté internationale, elle ne va pas maintenant pinailler sur les mots. Elle veut qu'Israël s'engage dans un dialogue, dans des négociations. Il y a aussi une bonne partie des Israéliens qui voudraient que cela se passe. Ça ne se passe pas, ça ne se fait pas. C'est dommage. Il y a non seulement le problème vis-à-vis de ce qui se passe à l'étranger, il y a aussi un problème à l'intérieur d'Israël. Il y a un peuple qui est en train de s'éloigner, en fait, deux parties qui s'éloignent de plus en plus, et un Premier ministre qui attise la haine entre ces deux parties, plutôt qu'entre les trois, en fait, parce qu'il y a la droite, la gauche et les Arabes, parce qu'en plus, il différencie les Arabes du reste du peuple d'une manière honteuse. Et c'est dommage, parce qu'au lieu de créer un sentiment de cohésion nationale, il ne fait que remonter la droite contre la gauche. D'ailleurs, ça se voit dans les commentaires qu'il y a aujourd'hui, hier, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, avec cette droite qui n'arrête pas de dire à la gauche, bah, ça vous plaît pas, vous pouvez toujours aller vivre ailleurs. C'est-à-dire Israël leur appartient. C'est comme d'ailleurs la déclaration que Netanyahou a fait pendant la démonstration de dimanche. La gauche à V15, à V15, enfin c'est ce groupe qui promouvait la gauche. Mais nous avons le peuple. Mais c'est très grave de dire ça. C'est très grave de dire que la droite a le peuple et la gauche, alors c'est quoi? C'est pas le peuple juif, c'est pas le peuple d'Israël. On n'a pas le droit à être ici. C'est une rhétorique qui est dangereuse, même à l'intérieur d'Israël. Emmanuel Navon. Vous savez, si vous commencez à faire la liste des déclarations malheureuses, voire lamentables, des deux côtés de la carte politique, on aurait besoin de plus d'une demi-heure, il faudrait toute la soirée. On peut faire la liste, est très longue. Vous parlez des réseaux sociaux. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, le niveau est très bas des deux côtés de la carte politique. Vous n'avez pas cité, par exemple, la déclaration de l'écrivaine israélienne Alona Kimri, qui a traité tous les électeurs de droite d'hommes de préandertal que seule la mort pourra sauver d'eux-mêmes. Malheureusement, la liste est très longue des deux côtés et elle ne fait d'honneur à personne. Et aussi au niveau des hommes politiques.
oui, Netanyahou a fait certaines déclarations regrettables. Il en a eu également à gauche lorsque Tzipil est venu à l'arrogance de dire que c'est le gouvernement de rêve de Netanyahou est un gouvernement de cauchemar pour Israël. Elle parle au nom de qui? Ce gouvernement était élu par le peuple. Donc comment peut-elle dire que c'est un cauchemar pour Israël? C'est-à-dire que la majorité qui représente 60 députés, c'est un cauchemar. Ça aussi, c'est une déclaration grave. Il y a eu des déclarations graves et bêtes des deux côtés. On n'a même pas rappelé, n'est-ce pas, l'article éditorial de Gideon Levy hier qui a dit qu'il fallait remplacer le peuple. On peut passer toute la soirée à faire ce genre de citation. Ouais. Alors je voudrais qu'on voit justement concrètement ce que propose maintenant ce gouvernement, ce que va faire sans doute cette coalition et ce gouvernement sur les principaux dossiers sécuritaires. C'est ce que nous rappelle maintenant Cyril Amar. Instabilité aux frontières, menaces du Hamas et du Hezbollah, influence croissante de l'Iran. Autant de thématiques sécuritaires qui auront contribué à crédibiliser auprès d'une majorité d'Israéliens le discours très musclé de Benyamin Netanyahou pendant une campagne électorale que l'on croyait pourtant placée sous le signe des préoccupations sociales. Pour son 3e mandat consécutif, Netanyahou aura donc fort à faire pour assurer, comme il l'a promis, la sécurité aux citoyens israéliens. Premier défi, le nucléaire iranien. Un véritable casse-tête pour Netanyahou. Car si le groupe des 5+1 et la République islamique scellaient un accord le 31 mars prochain, le Premier ministre israélien devrait alors faire face à un dilemme de taille. Lancer une frappe préventive contre l'Iran, ou bien s'accommoder d'un régime fondamentaliste chiite au seuil du nucléaire. Dans le premier cas de figure, Netanyahou devra prendre en compte l'efficacité limitée d'une offensive autonome, l'ouverture d'un nouveau front face au Hezbollah libanais et le risque d'un isolement international. Autre question épineuse, les relations avec Ramallah. Si la question palestinienne a été la grande absente de cette campagne électorale, combien de temps le statu quo va-t-il pouvoir encore durer en Cisjordanie? Pour Mahmoud Abbas, l'opposition de Netanyahou à la création d'un État palestinien ne laisse pas d'autre choix aux Palestiniens que de poursuivre leur démarche unilatérale. Nous ne reviendrons pas sur notre position. C'est notre droit de saisir toutes les institutions internationales pour y faire respecter nos droits et appliquer les résolutions internationales. Face à cette offensive diplomatique et à la possible levée de l'immunité diplomatique offerte par les États-Unis à l'État hébreu, Jérusalem va devoir trancher, reprendre les négociations ou bien durcir le ton face à Ramallah, au risque de mettre un terme à la coopération sécuritaire en Cisjordanie et de provoquer un nouveau soulèvement. Netanyahou devra également conjurer la menace d'une nouvelle guerre dans la bande de Gaza. Si la reconstruction de l'enclave palestinienne tarde à se mettre en place, Israël pourrait connaître plus vite que prévu un nouveau cycle de violence avec le Hamas. L'ex-nouveau Premier ministre devra enfin suivre de très près l'avancée du djihadisme sunnite aux frontières syriennes et égyptiennes. Dans la péninsule du Sinaï, la coopération avec l'Égypte devrait s'intensifier pour combattre les islamistes du groupe État islamique. Sur la partie syrienne du Golan, les djihadistes du front Al-Nusra restent une menace pour Israël, même si leur priorité demeure la chute du régime de Bachar al-Assad. Voilà donc pour ces questions sécuritaires qui ont refait surface. Donc elles avaient été un peu éludées durant la campagne, mais pas pour très longtemps. On attend ce soir également le coup de fil annoncé par la Maison-Blanche de Barack Obama à Benyamin Netanyahou. C'est là un vrai problème, en tout cas qui est prégnant, qui apparaît très vite. Ça va être un énorme problème. Il y a une crise de confiance sans précédent avec notre allié, notre seul allié, notre grand allié dans le monde. Et ça, c'est Netanyahou qui a créé cette crise de confiance. Aussi un petit peu quand même, non ? Écoutez, quand on a un grand allié qui a des considérations géostratégiques, géopolitiques, il faut le comprendre et il faut dialoguer. On dialogue avec un ami tranquillement. Dans le salon, on ne rentre pas chez lui en lui mettant le doigt dans l'œil. Et c'est ce qu'a fait Netanyahou. Netanyahou a brisé une des choses sacrées dans les relations entre Israël et les États-Unis, c'est qu'Israël est au-dessus des partis aux États-Unis. Il est au-dessus des différents entre démocrates et républicains. Et là, en fait, il s'est immiscé entre les deux partis. Il a fait en fait d'Israël un problème politique, une question politique entre les deux partis. C'est très 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 grave. Tous les gens qui sont au courant de ce qui se passe aujourd'hui nous disent qu'il y a vraiment là quelque chose de très très grave pour Israël. C'est un atout stratégique
que Netanyahou a causé des dommages certains. Et puis je veux parler aussi d'autres choses. On a parlé effectivement de problèmes sécuritaires. J'ai rappelé le fait que nous sommes face à un blocage dangereux, mais il y a aussi quand même tous les problèmes sociaux. Là-dessus, on n'a rien entendu de qu'est-ce que va faire le gouvernement. Ce gouvernement qui est responsable d'une crise du logement sans précédent, qui est responsable du fait qu'il y a des jeunes familles, des jeunes qui sont sans aucune perspective d'avenir, un système hospitalier complètement à l'abandon, des écoles surpeuplées. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? Qu'est-ce qu'il va faire avec effectivement un discours qui a attisé la haine des groupes entiers de la population qui sont désignés comme ça, comme ennemis, comme traîtres, un discours vraiment qui rappelle des régimes honteux. Et tout ça, il va falloir maintenant voir qu'est-ce que va faire Netanyahou avec cette situation qui est vraiment, alors vous dites un scénario de cauchemar. Je dirais tout simplement que c'est pour nous, les Israéliens, qui doivent vivre au jour le jour. On a des enfants ici, on a des gens qui veulent grandir ici. Alors je ne sais pas si on peut dire que c'est un cauchemar, mais en tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète profondément. Vous voulez répondre là-dessus? C'est pas moi qui parle de scénario cauchemar. Je citais Tzipi Livni qui qualifiait la volonté de la majorité de la population comme un cauchemar. Autrement dit, à l'entendre, c'est la population qui veut un cauchemar et qui veut vivre dans un cauchemar. Je pense que c'est une déclaration extrêmement arrogante. Maintenant, en ce qui concerne la politique économique et le programme économique, je suis le premier à l'avoir dit, et je suis on the record pour l'avoir dit ici sur le plateau de i24 News, qu'il est indéfendable que le Likoud n'ait pas présenté une plateforme économique. Je suis le premier à l'avoir dit. Ceci dit, celui qui va avoir le poste des finances à 99%, c'est Moshe Kahlon, qui lui a présenté une plateforme économique très claire, qui a montré sa capacité de faire des réformes. Donc je pense, et en tout cas j'espère, que le prochain gouvernement, si Moshe Kahlon effectivement a à la fois le portefeuille des finances, également les responsabilités sur l'autorité des terres, sur l'immobilier, pourra effectivement mettre en place les réformes qui sont essentiellement dans le domaine bancaire, dans le domaine des monopoles gaziers. Il a tout un programme qui est très détaillé. Et donc, je pense que de toute façon, comme Netanyahou n'a pas de coalition sans Moshe Kahlon, et que Moshe Kahlon sait qu'il peut faire tomber la coalition quand il veut, je pense qu'il y a de très bonnes chances, effectivement, pour qu'il y ait une politique économique qui fasse des changements. Et le fait que Kahlon ait eu 10 députés, c'est quand même beaucoup. Donc je crois que là, il a un mandat très clair pour mettre en place cette politique, et j'espère que ce sera le cas. Un petit mot sur la question. Je ne doute pas des bonnes intentions de M. Kahlon, mais il y a quand même des réalités budgétaires. Il y a un budget à respecter. Et avec ce gouvernement qui va donner des milliards aux partis orthodoxes, qui va donner des milliards aux implantations, je ne sais pas où est-ce qu'on va trouver l'argent pour les autres problèmes brûlants. Donc effectivement... Ah bon, on en entend déjà parler, monsieur. On en entend déjà parler. C'est ce qui va être le cas. On en entend déjà parler. Puis il y a une réalité, on sait très bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Dans Ynet et Arrête, donc c'est ce qui va se passer. Ça va continuer. On verra. Je dis simplement que pour réaliser des réformes, il faut des ressources. Et là, je ne sais pas où est-ce qu'il va les prendre, ces ressources. Dialis là-dessus? Moi, je voudrais juste rebondir sur ce discours qu'on entend souvent, la plupart du peuple, la majorité du peuple, le peuple a décidé, la plus grande partie du peuple. Ce n'est pas vrai. Nous sommes à peine à moitié du peuple si déjà. Évidemment, pas tout le monde, ni même pas la majorité, a voté pour Netanyahou. C'est bien moins que la moitié. Les gens ont voté pour d'autres partis. Si on élimine Kahlon, qu'on rentre évidemment automatiquement dans la coalition, et vous avez raison, il va être dans la coalition, alors effectivement, on a 60 et quelques sièges, donc 67. Mais ça ne veut pas dire que... Oui, mais ça ne veut pas dire que la plupart du peuple voulait Netanyahou en Premier ministre, parce que Kahlon aurait pu rentrer dans la coalition de gauche. Non, c'était par rapport à la déclaration de Tzipi Livni qui dit, vous dites, c'est quand même très grave. C'est un gouvernement de cauchemar. Ce gouvernement est fondé sur une majorité qui a émergé d'élections démocratiques. Tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que le peuple, dans sa majorité, a choisi Netanyahou. Ce n'est pas justement. Donc je souligne cela. Le peuple, dans sa majorité, n'a pas choisi cet homme en tant que Premier ministre. Effectivement, c'est ce qui ressort de ce jeu un peu maladif qu'il y a en Israël de la coalition, parce que c'est un système, franchement, qui ne marche pas bien et qui ne peut pas continuer et qu'il faudrait changer d'ailleurs, d'urgence. Et deuxièmement, par rapport aux déclarations, effectivement, vous avez rappelé des déclarations peut-être pas très... qui
pas très, comment dire, valorisante. Voilà, valorisante, merci, je cherchais le mot. Mais il y a quand même une sacrée différence entre un Premier ministre qui se permet de dire certaines choses et qui est censé être le Premier ministre de tout le monde, et une écrivaine, une chanteuse ou toute figure publique qui publie sur son Facebook quelque chose. Mais je veux dire, quand même, le Premier ministre qui se veut être, et en plus qui dit être le Premier ministre de tout le monde, et puis il fait des déclarations pareilles, ça c'est de l'irresponsabilité, c'est du manque de responsabilité. Vous ne m'avez pas entendu le défendre là-dessus et vous ne m'entendrez pas le défendre là-dessus. Je crois qu'il est revenu là-dessus aussi aujourd'hui. Alors on va retourner une dernière fois à Jérusalem. Retrouver Daniel Haïk qui va nous dire très rapidement, en 1 minute d'ailleurs, quels sont les postes qui sont déjà peut-être attribués dans cette coalition ou dans ce gouvernement. Est-ce que vous avez des noms et des fonctions déjà précises? Il faut vous engager là-dessus, Daniel. Un seul poste a déjà été quasiment officiellement attribué, c'est le poste de ministre des Finances. S'il devrait revenir à Moshe Kahlon. Pour le reste, il y a une compétition très serrée, en particulier pour les portefeuilles de la Défense, entre Avigdor Lieberman, Naftali Bennett et Moshe Ya'alon. Il y a une compétition aussi serrée sur le portefeuille des Affaires étrangères entre Sylvain Shalom, qui est l'un des plus anciens ministres du Likoud, et Naftali Bennett. Il y a aussi peut-être un poste de ministre de la Justice qui pourrait revenir à un homme qui a un nom prestigieux, c'est Benny Begin, le fils de Menachem Begin. Et puis peut-être d'autres portefeuilles, on va dire sociaux, pour le parti de Moshe Kahlon, avec un nom que l'on connaît bien dans le public francophone, Eli El-Alouf, qui pourrait devenir ministre des Affaires sociales. C'est un francophone qui s'est occupé de dossiers sociaux depuis de nombreuses années. En tout cas, c'est ce qui semble se préciser actuellement dans cette tentative de former la coalition gouvernementale et de commencer à répartir les portefeuilles ministériels. Merci Daniel Haïk, en direct donc de la Knesset à Jérusalem, où donc ont été annoncés aujourd'hui les résultats définitifs. Je vais vous remercier à tous les trois. Merci Eric Cohen pour l'Union sioniste, merci Emmanuel Navon pour le Likoud et Nadia Ellis de l'Université de Tel Aviv. Évidemment, on continue à vous parler de politique et de ces suites électorales sur Act 24 News. Il y aura à partir de dimanche les consultations menées cette fois par le président Rivlin, comme le veut la Constitution, et qui va donc recevoir chacun des chefs de parti présents à la Knesset pour ensuite appeler celui qui devra former le gouvernement. Et ce devrait donc être, sauf très très grosse surprise, Benjamin Netanyahou, qui est donc le plus représenté avec ses 30 sièges. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Merci à tous. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec un nouveau point sur l'actualité, évidemment un nouveau point sur la situation en Tunisie au lendemain de cet attentat sanglant qui a fait 21 morts et dont on vous a parlé tout à l'heure. Bonne soirée.